Le combat continue jusqu'à la libération, l'indépendance et le retour. Alors moi, je voudrais savoir, aujourd'hui en février 2024, avec l'actualité sanglante qui étouffe la Palestine, qui massacre à Gaza, au vu et au su du monde entier, je voudrais savoir si tu utiliseras les mêmes mots aujourd'hui. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation d'être parmi vous ce soir. Merci pour votre présence. Moi, je pense que ces mots me représentent de plus en plus, surtout ce jour-là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un contexte et dans une situation politique assez spéciale depuis, ça va faire 138 jours. Aujourd'hui, où ce génocide en cours continue et on ne voit pas la fin. Moi, de l'habitude, je me concentre plus sur la question des prisonniers politiques palestiniens, mais vu le contexte, je veux parler des deux, partager le temps sur les deux questions. Aujourd'hui, 138 jours de génocide qui a fait à Gaza plus que 30 000 Palestiniens tués, des milliers sous les décombres, plus de 80 000 blessés, 200 à 250 000 maisons et habitations totalement détruites, 116 journalistes tués, 2 tiers des hôpitaux qui fonctionnent plus. Le plus récent attaqué et envahi, c'était l'hôpital de Nansel dans le sud de la bande de Gaza, où des centaines de personnes et des réfugiés et des blessés et des infirmiers et des docteurs, même le responsable de ce centre médical, de cet hôpital, il était arrêté. Le nord de la Syrie, le nord de Gaza, l'ensemble du peuple, il est affamé à Gaza, mais surtout le nord de Gaza, on voit que les gens, ils sont en train, ça commence que les gens, ils commencent à mourir de faim. À Gaza, juste ce matin, il y a une fille de 6 ans qui était morte parce qu'elle n'a pas pu manger depuis quelques jours. Le blocus israélien avec la participation des régimes arabes qui continue aujourd'hui. Ce génocide qui n'est pas que à Gaza, mais c'est aussi en Cisjordanie. En Cisjordanie, juste depuis le 7 octobre, il y avait 380 avant, mais depuis le 7 octobre, 406 Palestiniens tués, assassinés en Cisjordanie, plus que 5000 blessés. Des hectares dans le sud de la Cisjordanie confisqués, destruction de maisons quotidiennes, des invasions, des camps de réfugiés chaque jour, leur seul but c'est de détruire les camps de réfugiés, surtout dans le nord de la Cisjordanie. La dernière c'était hier à Jénine. Il y a aussi la question de l'UNRWA qui est une question très très importante et très politique. On a vu que les Israéliens, ils ont fait leur rapport, même pas 72 heures après, on a vu combien de pays ils ont décidé d'arrêter leur soutien à l'UNRWA. On sait bien que l'UNRWA, c'est l'organisation officielle qui soutient les réfugiés politiques palestiniens. Aujourd'hui, 65% à 70% de la population de Gaza, elle vit de l'aide de l'UNRWA. Tous les camps de réfugiés en Cisjordanie et à l'extérieur, à l'exil, ils vivent de l'aide de l'UNRWA. Mais moi, je pense que la question n'est pas que économique, mais aussi c'est une question hautement politique, parce que de mettre un terme à l'UNRWA, ça veut dire symboliquement, il y a une décision de faire et une décision de finir avec la question des réfugiés politiques palestiniens et dire qu'il y en a plus, il y en a plus de 4 à 5 générations des réfugiés palestiniens.
En revenant sur la question de ce génocide en cours, le but dès le début il était clair, c'est de déporter, déplacer la majorité de la population de la bande de Gaza hors de la bande de Gaza. Le plan n'est pas nouveau. Ce plan, il était préparé dans la période où, quand Trump il était président des États-Unis avec Netanyahou, et ce n'était pas caché parce qu'ils avaient besoin d'avoir la bande de Gaza avec les moindres des Palestiniens. Netanyahou, depuis quelques mois, il a déclaré avec Biden et avec leur ministre des Affaires étrangères, Blinken. Et Blinken, il a dit à plusieurs reprises qu'il a préparé avec quelques pays arabes, que ce soit l'Égypte et d'autres, un essai pour les convaincre de prendre des réfugiés palestiniens, des centaines de milliers, pour avoir une minorité à Gaza. Il y a deux choses. Aujourd'hui, je veux dire, il y a une chance qu'il y a ce refus. Il y a ce refus égyptien et jordanien pour le moment. C'est pas parce qu'ils nous aiment, je ne dis pas ça parce qu'il y a une solidarité avec le peuple palestinien que le régime il refuse, non, parce qu'ils nous considèrent en tant que Palestiniens un déplacement comme un danger sur leur régime. Alors à chaque fois qu'il y a une prise de parole américaine ou israélienne là-dessus, tu vois qu'il y a une prise de position totalement qui est l'inverse. Mais je pense que le peuple palestinien, dès le début, il a pris la décision que nous, une deuxième Nakba, elle n'aura pas place en Palestine. C'est inacceptable. On voit les jeunes, les femmes et les hommes qui sortent en dessous des décombres, qui disent que nous, on ne va pas sortir de Gaza encore une fois, on ne va pas encore une fois avoir des générations et des générations et des générations de réfugiés. Cet essai d'expulser les Palestiniens, pour nous, c'est pas nouveau. Parce que l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre, elle a bien commencé 75 ans avant le 7 octobre. Simplement parce que la théorie sioniste sur laquelle est basé l'État d'Israël, qui n'est pas caché, et c'était la théorie même avant 75 ans, que la Palestine c'est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Ils ont tout préparé sur la base de cette théorie, et c'est pas caché. Le premier génocide, la première Nakba, elle était en 1948, où les Israéliens, ils ont mis des milliers, des centaines de milliers de Palestiniens en tant que réfugiés, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et entre 1948 et 2023, il n'y a pas un jour où les Israéliens n'ont pas essayé tous les moyens de se débarrasser de tous les Palestiniens, ou au maximum des Palestiniens de notre terre natale. Pour ça, ils ont tout fait. Aujourd'hui, dans le contexte qui est le plus urgent aujourd'hui, c'est le sud de la bande de Gaza, à Rafah, où il y a 1,2 million de Palestiniens réfugiés de toute la bande de Gaza, où les Israéliens ils ont dit qu'ils vont, dans les semaines qui viennent, ils vont lancer leur opération là-bas. Ça veut dire qu'il reste le plus grand massacre qui peut avoir lieu depuis les mois, et c'est l'endroit où ça risque aussi qu'il y aura, si les Israéliens ils bombardent les frontières égyptiennes, ça veut dire qu'ils vont essayer de pousser la population, encore une fois, à partir. Mais moi je pense que la question elle n'est pas, et c'est vrai que c'est le peuple palestinien qui paye dans le Tchèque, mais il faut regarder aussi ce qui se passe dans la région, parce que il y a quelques mois, on disait, oui, bon, il faut faire attention parce que ça peut aller vers une guerre régionale, ça peut encore se développer, mais on est déjà, moi je pense qu'on est déjà dans la guerre régionale, vu ce qui se passe dans le sud du Liban depuis quelques mois, ce qui se passe au Yémen, ce qui se passe en Irak, ce qui se passe en Syrie, et il y a déjà 4-5 pays qui sont dans ce, dire, c'est pas un jeu, mais dans l'activité directe, et surtout les Yémen, parce qu'on a vu les conséquences qui ont eu lieu sur l'occupant israélien et même sur l'Europe. Hein, le blocage de la mer Rouge, ça a changé stratégiquement les plans occidentaux et commerciaux. Moi, je pense que les Américains
qu'ils ont donné malheureusement et qui continuent leur feu vert aux Israéliens, parce que moi je pense que la décision de la guerre, elle est américaine et elle est faite par les propres mains des Israéliens. Et on l'a vu hier avec le veto aux États-Unis. Et bien sûr, il y a une responsabilité de la France, l'Italie, la Grande-Bretagne et l'Allemagne en première priorité. Parce que quand on parle de la France aujourd'hui, quand on imagine qu'il y a 4200 Français, des Franco-Israéliens et des Français qui sont en train de participer à ces génocides en cours, des livraisons d'armes qui continuent jusqu'à aujourd'hui, le soutien de Macron et son équipe politique à Israël, ça c'est une participation au génocide. Moi je pense que pour nous là, en tant que citoyens françaises, il faut qu'on travaille sur la question de la participation de ces criminels de guerre, les 4200 Français qui sont là-bas en train de tuer le peuple palestinien, parce qu'on l'a bien vu, parce que la France a décidé quand le cas il était en Syrie avec la question de Daesh. Alors pour nous et pour d'autres, la présence de ces 4200 tueurs, ça serait un danger pour la société française, et la place de ces gens, ça ne sera pas entre nous, ça sera en prison. Je pense qu'aujourd'hui, les Américains, ils sont en train d'essayer de reconstruire comme ils l'ont dit, Condoleezza Rice, elle l'a dit en 2006, quand les Israéliens ils ont attaqué le Liban en 2006, elle est venue, elle a fait sa fameuse déclaration en disant que voilà, aujourd'hui, on est dans une étape où on va avoir la naissance d'un nouveau Proche-Orient. Un nouveau Proche-Orient, on comprend bien qu'un Proche-Orient soumis à la force américaine et les forces occidentales. Et Blinken, il a utilisé les mêmes mots aujourd'hui en disant voilà, il y aura une naissance d'une nouvelle Proche-Orient. Parce que les Américains, ils savaient bien qu'ils ne contrôlaient plus la région comme ils voulaient avant. On n'est plus dans la période où il y a un seul dominant dans la région que les Américains. On n'est plus dans cette période. Les Américains, et c'est clair qu'ils n'étaient pas prêts pour ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. Leurs bases armées dans la région aussi, qu'ils n'étaient pas prêts, qu'ils étaient surpris de tout ce qui s'est passé. Et on voit clairement que, et surtout Macron, qui n'a pas de stratégie politique par rapport à ce qui se passe, il a passé d'un front international contre Gaza comme si on était à Daesh, à appeler à voter un cessez-le-feu hier. Dans 4 mois, tu changes de stratégie, ça veut dire que tu n'as pas de stratégie politique. Soit tu suis les Américains, soit tu ne connais pas exactement la région. On l'a vu s'exprimer ça dans la lettre des ambassadeurs français dans le Proche-Orient qui l'ont envoyé 3 mois une lettre en disant, à mon avis, eux ils disaient la France a dépassé les limites par rapport à ses déclarations et sa prise des positions. Mais revenons sur la question des Américains dans la région. C'est pas nouveau que les Américains et les Israéliens ils étaient en train de normaliser leurs relations avec leurs pays arabes. Normaliser les relations avec les pays arabes, ça veut dire que Israël devient un État normal dans la région, que à mon avis ça ne va jamais se passer. Et les Américains, ils avaient leur plan économique, surtout pour contrôler la région. Ils avaient l'alternative de la canal de Suez égyptienne qu'ils étaient en train de négocier avec les Jordaniens pour faire une nouvelle canal qui s'appelle le canal Ben Gurion, qui va de la mer Morte en Jordanie et qui va dans le sud d'Israël, entre guillemets. Et ils avaient aussi le plan de recontrôler tout ce qui est entre la mer Morte et les Atlantiques autour. Et c'est pour ça que pendant 8 ans, avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Unis, ils ont lancé une guerre perdue contre le peuple du Yémen.